Dans l'espace, les menaces peuvent arriver de n'importe où. Il peut s'agir de météorites venus de l'espace lointain, d'explosions solaires invisibles mais mortelles, d'éboulements survenus dans d'autres mondes au-dessus de la surface, et de séismes martiens survenus en dessous. L'espace extérieur est le dernier endroit où un être humain peut avoir envie d'être. Pourquoi un incendie est-il plus dangereux lorsqu'on est en orbite que sur Terre? Qu'arrive-t-il lorsqu'on est exposé aux conditions extrêmes de l'espace extérieur? La salive, le sang, passent de l'état liquide à l'état gazeux. Attachez vos ceintures et préparez-vous à découvrir les catastrophes spatiales. Nous sommes en 2030. Un équipage d'astronautes appuie sur le bouton « Monter » d'un ascenseur spatial. Il va les emporter vers le vaisseau qui les placera en orbite. Ils sont soulagés de ne pas courir les risques inhérents à l'explosion contrôlée d'un lancement de fusée. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de créer des fibres de nanotubes de carbone plus robustes que l'acier. Et figurez-vous qu'elles sont même assez résistantes pour emporter un ascenseur jusque dans l'espace. Autrement dit, nous pourrions littéralement grimper jusqu'aux cieux. Un câble de 96 000 km est fixé à la station d'arrimage qui évolue à la même vitesse que la Terre. Tout comme un satellite géosynchrone, elle reste au-dessus d'un point fixe au sol. Disposer d'un ascenseur spatial est le rêve de tout astronaute. Mais ce rêve pourrait aussi tourner au cauchemar. L'ascenseur spatial est ancré à la Terre. Mais que se passe-t-il si un violent ouragan se déchaîne et que tout d'un coup, les amarres commencent à se rompre? Le câble étant toujours attaché là-haut dans l'espace, il se mettra à osciller dangereusement et à envoyer des objets à des centaines de kilomètres dans toutes les directions. Il est aussi possible qu'un problème lié à l'ordinateur de navigation ou au propulseur entraîne un choc sur la plateforme et amène le câble à se rompre en haut. Si cela se produisait au moment où des hommes montent ou descendent le long du câble, ce serait le dernier voyage de leur vie. Les 96 000 km de câble tomberaient à toute vitesse vers la Terre et seraient assez longs pour s'enrouler presque 3 fois autour de la planète, au niveau de l'équateur, ce qui ne manquerait pas de provoquer des ravages sur une vaste zone. Non seulement ce serait désastreux et très dangereux pour les astronautes, mais l'énergie cinétique d'un tel objet filant dans l'atmosphère serait une menace pour tous ceux qui y navigueraient. Ce système comporte donc des dangers comme tout système humain. Ce n'est qu'une des multiples catastrophes qui attendent les futurs explorateurs de l'espace. Vivre là-haut, c'est aussi courir de graves dangers. Les colonies établies sur la Lune ou sur Mars devront faire face à des menaces venant de partout. En particulier d'en haut. De brusques éruptions solaires peuvent s'avérer mortelles. Si nous voulions nous promener à la surface de la Lune, notre préoccupation numéro 1 serait, à mon avis, les éruptions solaires. Si le Soleil entrait en éruption, les protons issus de cet embrasement pourraient tuer un astronaute. Il s'en est produit plusieurs au cours de ces dernières décennies. S'il y avait eu un astronaute sur la Lune se promenant en combinaison spatiale, il aurait péri. Sur Terre, nous sommes protégés de la plupart des radiations. L'atmosphère et le champ magnétique forment une barrière protectrice qui ne laisse passer qu'une fraction des particules. Sur la Lune et sur Mars, vous êtes en première ligne. La Lune n'a ni atmosphère, ni champ magnétique.
Mars possède une atmosphère très mince et un champ magnétique beaucoup plus faible. La NASA prend très au sérieux les risques d'éruption solaire, car elles ont déjà failli tuer l'équipage d'Apollo. Les équipes d'alunissage d'Apollo ont eu de la chance. En août 1972 a eu lieu une importante éruption solaire, ce qu'on a appelé la grande tempête solaire. Elle s'est produite juste entre la mission Apollo 16 d'avril et la mission Apollo 17 de décembre. Si cela était arrivé pendant que des hommes arpentaient la Lune, ils seraient morts. Les effets auraient été similaires à ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki. Ceux qui n'ont pas été tués par l'explosion initiale ont succombé à l'énorme quantité de radiation auxquelles ils ont été exposés en quelques secondes. Face à cette situation, un astronaute aurait très peu de temps pour réagir. Un afflux de particules mortelles envahirait son corps et détruirait toutes ses cellules en quelques instants. Il est évident que les colons de l'espace devront être constamment en alerte. Nous aurons besoin de rapports météo, mais de météo spatiale. Nous aurons besoin de satellites qui surveilleront le Soleil et nous préviendront à l'avance des éruptions solaires. La lumière solaire ne prend que 8 minutes pour atteindre la Lune. Dans un deuxième temps arrivent les particules. Vous avez 30 minutes, une demi-heure environ, pour vous mettre vraiment à l'abri. Et ce genre de tempête peut durer plusieurs jours. Pour se protéger, on pourrait vivre sous le sol. Mais ce n'est pas pour autant que tous les dangers seraient écartés. La Lune et Mars sont toujours actives. Des catastrophes naturelles comme celles que l'on voit sur Terre peuvent aussi survenir. Je suis ici dans le désert de Mojave, dans une cavité créée par le flux de lave sous 1,50 m à 1,80 m de roche. Être sous le sol peut être une solution pour habiter sur la Lune ou Mars. À la surface des deux objets, il y a des radiations solaires, des radiations cosmiques. Sur Mars, il y a des tempêtes de poussière. Si nous sommes sous le sol, nous sommes à l'abri de ces dangers, mais il en existe d'autres. Imaginez que vous soyez dans cette cavité lorsque survient un tremblement de terre. Les roches s'écrouleraient et vous écraseraient. Un séisme lunaire ou martien pourrait aussi menacer une colonie souterraine. Sur la Lune et sur Mars, il n'y a pas de plaques tectoniques comme celles qui sont à l'origine de la plupart des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Et on n'y trouve aucun signe d'activité volcanique. Mais elles ont en leur centre des noyaux où règnent de fortes températures. Et c'est quand la pression qu'elles génèrent se dirige vers la surface que la secousse commence. De plus, les séismes sont souvent accompagnés d'autres catastrophes. Nous avons observé sur Mars tout récemment un glissement de terrain. Il a été capté par des appareils placés en orbite. Donc nous savons que cela peut arriver. Mais c'est difficile à prévoir. Nous pourrions établir notre base à un endroit qui nous semblerait parfaitement sûr et quelques années plus tard nous rendre compte qu'il y a un risque de tremblement de terre. Les spécialistes ne connaissent toujours pas avec certitude l'origine du glissement de terrain qui s'est produit en 2008 sur Mars, au pôle Nord. C'est une zone glacée et les chercheurs pensent que la majeure partie du matériau qui a glissé était de la glace. C'est exactement le type d'endroit où l'on pourrait établir une colonie, dans l'idée de transformer la glace en eau potable. Même un séisme qui se produirait à une certaine distance pourrait provoquer un glissement aux abords d'une colonie. Et si une ligne de faille courait sous les bâtiments d'habitation? Dans le futur, les colons de l'espace, que ce soit sur la Lune ou sur Mars, devront tenir compte d'une foule de menaces, parmi lesquelles des catastrophes naturelles comme les séismes, lunaires ou martiens. Ils ne sont pas actifs, comme nous en avons l'expérience sur Terre. Ils suivent des processus différents qui peuvent être assez inattendus et qui nous poseraient des problèmes.
Comme notre connaissance de ces autres mondes se limite à leur surface, il est possible que dans le futur, nous établissions une base au-dessus d'une ligne de faille sans nous en rendre compte. Et comme le poids est toujours un élément déterminant quand il faut transporter des matériaux dans l'espace, les bâtiments légers que nous aurions à notre disposition pourraient s'avérer bien vulnérables, en particulier la paroi extérieure. S'il arrive quelque chose à cette paroi protectrice, il y aura très vite un problème car les gaz s'échapperont de l'habitation. Il faut disposer d'une procédure efficace qui permette de revêtir rapidement une combinaison spatiale et de survivre à ce type de décompression. La mort ne serait pas instantanée si l'oxygène et la pression atmosphérique à l'intérieur de la colonie s'échappaient brusquement. Sur Mars, il y a une mince atmosphère, bien qu'elle ne soit pas respirable, puisqu'elle se compose essentiellement de dioxyde de carbone. Sur la Lune ne règne que le vide spatial. Mais il vous reste quand même une chance. Nous le savons après avoir étudié les accidents dans des chambres à vide. On peut survivre si l'on n'est exposé qu'une minute au vide spatial. Mais si vous y restez plus longtemps, vous n'avez pas assez d'oxygène et vous vous retrouvez en hypoxie. L'azote contenu dans le sang et dans les tissus a tendance à désaturer et libère des bulles d'azote dans le sang. C'est le phénomène de décompression que connaissent les plongeurs et qui conduit à de graves accidents. D'autre part, si vous retenez votre respiration, vous pouvez avoir un œdème pulmonaire. Vos poumons se rompent, un caillot se forme dans le sang, c'est l'embolie. De multiples facteurs peuvent donc provoquer la mort lorsqu'on est exposé au vide spatial. Ensuite, il y a les températures extrêmes. Sur la Lune, elles vont de 115 degrés au Soleil à moins 143. Mars aussi peut être froide, mais on peut avoir la chance de connaître une journée d'été à 21 degrés. Cela dit, sans atmosphère respirable, ce serait une très mauvaise idée de sortir sans combinaison spatiale. Les colons qui habiteront sous le sol devront également surveiller les météorites. Les cratères sur la Lune témoignent du fait qu'elle est une cible facile. Ici, c'est relativement confortable. Nous avons plusieurs couches qui nous protègent des météorites. Mais sur la Lune, rien. Pas de couche atmosphérique épaisse. Nous sommes exposés à tout ce que l'espace nous envoie. Sur Mars, il y a une fine atmosphère, mais rien de comparable à ce que nous avons sur Terre, car là aussi, on est très exposé à ce qui arrive de l'espace. Sur Mars, des météorites plus petites, des grains de poussière pas plus gros que quelques centimètres, connus sous le nom de micrométéorites, frapperont sans prévenir. Si un astronaute se promène à la surface de Mars et qu'un projectile de la taille d'un grain de sable vienne heurter sa combinaison spatiale, cela peut être un vrai problème. Il va y avoir une baisse de pression dans la combinaison et cela peut entraîner la mort. Cela pourrait très bien arriver quand nous aurons une foule de gens effectuant des tas de travaux dans d'autres mondes que le nôtre. C'est un événement rare, mais qui peut se révéler fatal. Les micrométéorites pourraient aussi percer un trou dans le mur d'un bâtiment. Comme les stations spatiales, les colonies seront probablement constituées d'un assemblage de sections ou de modules. Et tout comme les équipages ont été amenés à condamner dans l'urgence des sections d'une station spatiale, les colons devront faire de même. On peut espérer que le parcours des plus grandes météorites sera surveillé, si bien que les colons pourront prévoir leur arrivée. Mais l'évacuation pourrait s'avérer inutile. L'impact d'une météorite donnerait naissance à une onde de choc mortelle de plusieurs kilomètres. Une météorite de 3 mètres de large frappe avec une intensité de 6 à 8 000 tonnes de TNT.
Des débris projetés à travers les airs pourraient endommager définitivement les bâtiments de la colonie, ainsi que tout ce qui serait proche du point d'impact. Il ne resterait alors aucun vestige de la présence des colons. Il est peu probable que ceux-ci s'installent jamais près d'un des volcans de Mars. Et la Lune n'a probablement pas connu d'activité volcanique depuis plusieurs milliards d'années. Mais les vestiges d'anciens volcans peuvent encore causer des ennuis aux équipages et à leurs véhicules. Sur la Lune et sur Mars, on trouve des vestiges d'écoulement volcanique. On pourrait donc s'attendre à avoir ce genre de choses, des cavités volcaniques. Mais imaginons que nous nous déplacions à la surface de la Lune ou de Mars et que nous en rencontrions une de façon inattendue. Cela peut gâcher notre journée et détruire notre véhicule. On peut se retrouver au fond d'un cratère sans pouvoir en sortir. Pire, imaginez une dépression volcanique recouverte d'une fine couche de roches. On se déplace au-dessus, soudain, cela cède et on se retrouve au fond. Mais toutes les catastrophes dans les colonies ne seraient pas aussi dramatiques. L'un des plus grands dangers est l'épuisement des ressources. La Lune n'étant pas bien loin de la Terre, les secours pourraient y arriver en quelques jours. Avec Mars, il faut compter plusieurs mois. Tout dépend de l'alignement des planètes. Sur Mars, si quelque chose va de travers, ou que vous perdiez une partie de vos provisions, il peut falloir 2 ou 3 ans pour qu'arrivent de nouvelles cargaisons. Au départ, vous pensez avoir prévu assez pour durer un certain temps. Mais si vous en perdez la moitié dans un accident, vous êtes mort. C'est un vrai problème. Il faut prévoir pour une durée de 5 ou 6 ans. La vie dans un espace plus restreint que d'habitude, dans les stations ou les navettes spatiales, nous en a déjà beaucoup appris sur les dangers de l'espace. Le feu est l'ennemi numéro 1 de l'équipage. Si le feu représente une telle menace, c'est qu'en raison de la pression, un vaisseau spatial contient un niveau d'oxygène plus élevé que l'atmosphère, des concentrations plus fortes. De plus, il est rempli d'équipements électroniques qui génèrent de la chaleur et produisent souvent des étincelles. C'est une très mauvaise combinaison. Par chance, les concepteurs ont facilité l'extinction d'éventuels incendies, car derrière les écrans de contrôle, il y a des kilomètres de câbles qui représentent un risque certain. Voici une maquette du tableau de bord d'une navette spatiale. Nous l'utilisons pour entraîner les équipages. Si vous observez les différents panneaux, vous voyez des trous plus petits comme celui-ci à différents endroits, tout autour. Ils sont destinés aux extincteurs, si bien que si un incendie éclate derrière un de ces panneaux, vous pouvez y placer un extincteur et l'éteindre. Andrew Thomas a une certaine connaissance des incendies dans l'espace. Il en a fait l'expérience en 1998 dans la station Mir. La fumée a envahi la cabine. Les équipages filent à toute vitesse dans l'espace, dans leur vaisseau hermétiquement fermé, et tentent désespérément de maintenir à l'intérieur une atmosphère semblable à celle de la Terre. Ici, le feu est un des risques les plus importants. En 1998, l'astronaute de la NASA Andrew Thomas est à bord de la station Mir avec 2 cosmonautes russes. Soudain, un incendie éclate, alors qu'on nettoie un épurateur d'air, c'est-à-dire un filtre destiné à supprimer de l'environnement de l'équipage spatial le dioxyde de carbone expiré et les autres produits toxiques. La fumée a envahi la cabine et d'un seul coup, il y a eu une épaisse fumée dans une partie de la station. Bien sûr, les systèmes de ventilation diffusaient cette fumée à travers le vaisseau, si bien qu'au bout de 2 heures, toute la navette était pleine de fumée. Il n'y avait rien d'autre à faire que d'attendre que la ventilation l'évacue. Il a fallu environ 2 jours.
Nous avons tous manifesté des symptômes liés à la toxicité de cet environnement. Quand il y a un tel niveau de monoxyde de carbone, vous avez la nausée, des maux de tête, l'esprit confus à cause d'un manque d'oxygène. C'est une sensation très désagréable. Si les incendies sont si dangereux dans l'espace, c'est qu'on ne peut pas ouvrir la fenêtre ou appeler les pompiers. Le feu se comporte différemment dans un vaisseau spatial où règne la pesanteur. Nous voyons ici la flamme d'une bougie. En bas, il y a une bougie avec une gravité normale. Comme vous le voyez, la flamme s'allonge vers le haut parce que les gaz chauds sont poussés vers le haut autour de la flamme. La photo du haut montre la même bougie, mais en apesanteur. Navette Columbia. Initialisation dans 15 secondes. Les gaz chauds ne montent pas vers le haut et vous avez une flamme sphérique. Il y a une flamme dans le compartiment numéro 2. Donc, dans l'espace, il ne sert à rien de placer un détecteur de fumée au plafond comme on le fait sur Terre. Ici, les détecteurs sont placés près de petits aspirateurs qui attirent l'air, la fumée ou d'autres substances toxiques vers eux. Pour mieux comprendre les dangers d'un incendie dans l'espace, l'équipe du professeur Fernandez Pello poursuit des expériences au laboratoire de combustion de l'Université de Californie et dans l'avion de transport militaire KC-135. Ils produisent de brèves explosions en apesanteur. En théorie, les incendies en apesanteur devraient être moins intenses, dans la mesure où les gaz chauds ne montent pas, ce qui veut dire que l'air n'est pas attiré vers le bas et ne peut alimenter les flammes. Mais on a découvert que la réalité à l'intérieur d'un vaisseau spatial était plus dangereuse. Les systèmes d'air conditionné créent de petits courants d'air. Ces courants apportent de l'air frais qui alimente ici l'incendie. En même temps, le modeste débit d'air et l'apesanteur n'évacuent pas la chaleur aussi vite que sur Terre. Quel est le résultat? Ce type d'incendie est plus chaud et plus dangereux que dans un environnement où la gravité est normale. Et le feu semble être une menace encore plus grave dans le nouveau vaisseau spatial Ares Orion qui a été conçu pour remplacer la navette. Ils ont décidé de réduire la pression et d'accroître l'oxygène. En faisant cela, ils réduisent le temps de préparation nécessaire aux astronautes pour aller de l'intérieur vers l'extérieur du véhicule. Ce que nous faisons, c'est que nous testons les matériaux dans l'environnement envisagé. Nous avons découvert que les éléments choisis pour la prochaine génération de véhicules brûlaient 20% plus vite qu'ils le feraient dans un environnement normal. La combinaison d'une forte teneur en oxygène et d'un modeste débit d'air signifie que presque tout peut prendre feu, même le métal. Dans le pire des cas, l'équipage d'une station spatiale serait incapable d'éteindre rapidement un incendie. Il grandirait trop vite pour qu'on puisse l'isoler dans un module. Même si les astronautes mettaient leur masque à oxygène, la chaleur des flammes les tuerait vraisemblablement. Et si d'une manière ou d'une autre, ils parvenaient à survivre aux flammes, le système de filtrage serait complètement dépassé et ils finiraient par mourir en inhalant les fumées toxiques. La meilleure chance de survie face à un incendie incontrôlable est d'abandonner le vaisseau et de se réfugier dans la capsule de rentrée dans l'atmosphère s'il y en a une de disponible. C'est ce qui a sauvé l'équipage d'Apollo 13. 11 avril 1970. 3 hommes s'envolent vers l'espace. 2 jours plus tard, au cours de leur trajet vers la Lune, un réservoir d'oxygène explose soudain. La déflagration provoque une perte importante d'oxygène et endommage le système électrique du module en service. L'équipage est obligé de vivre dans l'espace restreint du module lunaire. Apollo 13 est le cas classique d'un problème qui ne se termine pas par la mort des hommes.
Il est survenu au bon moment, quand ils étaient en route vers la Lune. Ainsi ont-ils pu utiliser le module lunaire comme un bateau de sauvetage et revenir sur Terre. Si le même problème était arrivé après l'alunissage, au moment où Lowell, Swigert et Hayes étaient sur le chemin du retour, ils n'auraient rien pu faire. Il existe un risque d'incendie particulièrement important à l'intérieur des combinaisons spatiales. Pendant les promenades dans l'espace, connues sous le nom d'activité extravéhiculaire ou EVA, la combinaison spatiale doit être maintenue à basse pression. Pour demeurer souple, il faut travailler dans une pression moindre que celle qui règne normalement sur Terre. Si vous aviez une combinaison qui était à la même pression que celle que nous connaissons sur Terre, vous ressembleriez à un ballon et vous ne pourriez pas bouger. Avec une pression basse, comme celle que rencontre un grimpeur dans l'atmosphère raréfiée de l'Everest, les astronautes ont besoin de respirer de l'oxygène pur, qui est très inflammable. Cette manche vient d'une combinaison spatiale. Elle a été brûlée dans un incendie au centre spatial Johnson en 1980 pendant des tests de vérification. Il s'agissait de pressuriser le système avec 2 sources différentes d'oxygène. Quand le feu a éclaté, cela a été un choc. Les hommes étaient là, tout proches, et l'un d'entre eux devait enfiler la combinaison le lendemain pour un test. Cet incendie aurait pu lui être fatal. Même dans cet état, cette combinaison vaut à elle seule 3,1 millions de dollars. Et la NASA a déboursé 20 millions de dollars après cet incendie, simplement pour concevoir une nouvelle combinaison. L'activité extravéhiculaire est dangereuse pour de nombreuses autres raisons. En fait, la première promenade dans l'espace a failli finir par une catastrophe. En 1965, Alexei Leonov fut le premier homme à marcher dans l'espace. Mais dans leur hâte à accomplir ce geste spectaculaire et à battre ainsi les Américains, les Soviétiques firent l'impasse sur la sécurité du cosmonaute. C'est ainsi qu'il se mit à gonfler comme un bonhomme Michelin. La combinaison est devenue rigide. Elle ne pouvait gérer la différence de pression entre l'atmosphère respirable à l'intérieur et le vide spatial. Le problème, c'est que vous aviez la capsule spatiale de la mission Soyouz qui était très petite. Et l'écoutille était encore plus petite. Finalement, il lâcha un peu d'air au dehors et dégonfla assez la combinaison pour pouvoir franchir de nouveau l'écoutille. Mais il vous dira qu'il n'était pas certain d'être capable de le faire auparavant. Un astronaute qui, comme Leonov, doit lâcher la pression afin de pouvoir bouger dans sa combinaison est dans la même situation qu'un plongeur qui remonte trop vite des profondeurs. Des bulles d'azote se forment dans son sang et non seulement c'est douloureux, mais cela peut être mortel. Et pendant les activités extravéhiculaires, une simple longe non sécurisée ou un micropropulseur d'urgence défaillant peut aussi provoquer une catastrophe. Être à l'extérieur du vaisseau spatial, se promener dans l'espace, est ce qu'il y a de plus dangereux pour un astronaute en orbite. Un faux mouvement peut être mortel, surtout s'il vous éloigne du vaisseau. Il y a eu un exemple sur une station spatiale russe. Un des membres de l'équipage n'était pas attaché. Il se trouvait dans la zone de SAS, regardait un de ses camarades quand il a commencé à dériver lentement. L'autre cosmonaute l'a vu et l'a rattrapé. Une personne qui n'est pas attachée et qui n'a pas de système de propulsion pour faire marche arrière se retrouverait dans une situation très grave. Il serait perdu dans l'immensité. Mais le système de propulsion peut tomber en panne ou avoir épuisé son carburant avant que l'astronaute soit en sécurité. Celui-ci continuera simplement à flotter dans l'espace. La Station spatiale internationale est incapable de récupérer un homme. Et si la navette est arrimée, cela prendrait trop de temps pour la détacher et partir au secours de l'homme qui dérive. Dans ce scénario de cauchemar, l'astronaute ne disposerait que de quelques heures d'oxygène pour contempler sa fin. Tant que la combinaison est intacte, la pression n'est pas un problème. Mais soit l'oxygène viendra à manquer, soit le système qui expulse le dioxyde de carbone exhalé cessera de fonctionner. L'astronaute suffoquera et continuera à flotter dans le vide de l'espace.
Les micrométéorites susceptibles de dévaster les colonies spatiales peuvent aussi exercer une menace mortelle sur les sorties dans l'espace et sur le vaisseau lui-même. De plus, lorsque l'orbite est proche de la Terre, ces petits diables de pierre ont de la compagnie, les débris spatiaux et tous ces déchets qui tournent à près de 35 000 km/h. À cette vitesse, des objets de quelques centimètres seulement peuvent être mortels. Une micrométéorite traversant l'espace est comme une balle de golf traversant les airs. La micrométéorite est beaucoup plus petite, mais comme elle se déplace à une vitesse phénoménale, elle a un pouvoir de destruction accru quand elle frappe. Si l'une d'entre elles atteint votre combinaison spatiale, elle la troue. Vous ne pouvez pas la réparer, à moins d'avoir un ami astronaute près de vous. Vous êtes donc promis à la mort. Votre air va commencer à s'échapper assez rapidement, il va vous manquer, votre sang va se mettre à bouillir. Voilà ce qui se passera. Qu'est-ce qui fait bouillir le sang? Dans l'espace, si le sang entre en ébullition, cela n'a rien à voir avec la chaleur. C'est à cause du manque soudain de pression atmosphérique. Il est impropre de dire que le sang bout. Les liquides de votre corps passent de l'état liquide à l'état gazeux. On a raconté beaucoup d'histoires sur ce qui arrive à une personne non protégée dans l'espace extérieur. Voici exactement ce qui se passe. Quand le vide spatial remplit la combinaison percée d'un promeneur de l'espace, les parties liquides de la langue et des yeux commencent à faire des bulles, ainsi que la salive, les fluides internes et le sang. Quand le sang passe à l'état gazeux, l'oxygène n'irrigue plus le cerveau ni aucune partie du corps. Le cerveau cesse son activité au bout de 15 secondes, plongeant la victime dans l'inconscience. Peu après, les autres cellules du corps meurent. Des températures extrêmes pourraient aussi être dangereuses, puisque les zones ensoleillées de l'espace atteignent 120 degrés et que les zones à l'ombre tombent très vite à moins 120 degrés. À partir de quelle dimension un trou dans une combinaison spatiale devient-il un problème? Il faut une très petite quantité de matériaux pour arrêter une particule qui arrive à 7 km par seconde. Vous pouvez voir le trou d'entrée obtenu par test. On a de nombreuses couches pour finir par ce qu'on appelle le bladder. C'est une couche qui retient la pression. Le trou fait environ 2 à 3 mm. Un trou de 4 mm dans la matière d'une combinaison extravéhiculaire serait catastrophique. Heureusement, personne n'a jamais eu à souffrir de cela dans l'espace. Mais les impacts peuvent provoquer des problèmes plus sournois. La NASA simule à plus grande échelle les différents types de dégâts produits par les micrométéorites sur Terre. Dans ce bâtiment du White Sands Test Facility au Nouveau-Mexique, les spécialistes créent des impacts en utilisant des armes à hydrogène comprimé. Ils génèrent de la chaleur en envoyant des objets à plus de 30 000 km/h sur une navette et des éléments de station spatiale. Et l'on observe ensuite les dégâts. À cette vitesse, on rallie Los Angeles à New York en près de 8 minutes. Aujourd'hui, nous effectuons un test sur une poignée de la Station spatiale internationale. Les astronautes s'en servent à l'extérieur de la station pour la contourner en toute sécurité. Plusieurs d'entre eux y ont gravement entaillé leurs gants. Cela préoccupe la NASA, car quand les spécialistes ont conçu l'appareil, ils ont fait très attention d'éliminer toutes les surfaces coupantes. Il ne faut pas que quelque chose accroche la combinaison spatiale des astronautes, qui fasse un trou et mette fin à la mission. Les techniciens montent la poignée dans la pièce cible, placent le minuscule projectile de 0,7 mm à l'intérieur d'un support qui se désintégrera quand il prendra feu. Ensuite, ils ajoutent la poudre. Nous prenons la poudre et actionnons un piston qui comprime l'hydrogène jusqu'à 70 kg par mètre carré. C'est ce gaz hyper comprimé qui accélère les projectiles de 0 à 30 000 km/h. Nous utilisons 3 types différents de caméras. L'une prend des photos, une autre filme, et la troisième est une caméra digitale qui capte de 16 à 200 millions d'images par seconde. Les techniciens se retirent derrière un bouclier anti-explosion et se préparent à faire feu. La pièce est vidée de l'oxygène et des autres gaz pour simuler le vide de l'espace extérieur.
Et voici le moment de vérité. Quels dégâts a provoqué ce pseudo-micrométéorite? Même si c'est un petit impact, il a assez de relief pour qu'un astronaute puisse s'y prendre avec ses gants et que cela provoque un déchirement. Et si un projectile de 0,7 mm seulement peut causer ce type de dégâts, vous imaginez ce qu'un objet plus grand peut faire. Au White Sand Test Facility, dans le Nouveau-Mexique, les chercheurs chargent de petits projectiles dans d'énormes appareils. Les projectiles simulent les micrométéorites et les débris de l'espace. Ceux-ci frappent dans l'espace à plus de 30 000 km/h. Ici, on crée des catastrophes pour mieux comprendre celles qui se produisent là-haut. À des vitesses aussi incroyables, un tout petit objet peut générer de très graves problèmes. Je suis à l'intérieur de notre plus grande pièce cible. Le fusil fait 53 mètres de long et il peut tirer un projectile de 2 cm. Je tiens ici une cible qui a été touchée par un projectile de 1 cm 20. Vous voyez ici les trous d'entrée. Le projectile a traversé entièrement l'objet testé. Un impact de cette taille serait un événement catastrophique dans l'espace. Pour survivre, l'équipage de la Station spatiale internationale n'aurait qu'une solution, mettre en urgence des masques respiratoires et se diriger vers la capsule de rentrée dans l'atmosphère. Donc un objet de moins de 2,5 cm de large les aurait obligés à abandonner cet appareil de plusieurs millions de dollars. Ce type de scénario est la raison pour laquelle les équipages sont constamment en train d'ajouter de nouvelles couches de protection à l'extérieur de la station spatiale. Il s'est produit un autre type de collision spatiale pour laquelle nous devons seuls nous blâmer. En 1997, un cosmonaute russe a rencontré des problèmes pour guider un vaisseau cargo automatisé à son point d'arrimage avec la station Mir. Nous savons que dans l'aviation, 70% des accidents ont une origine humaine. Cela ne vous surprendra donc pas d'apprendre que les hommes ont aussi un rôle important dans les accidents et les mésaventures qui peuvent survenir dans l'espace. Pour la collision avec Mir, un membre de l'équipage s'est plaint qu'il n'était pas assez entraîné pour ce rendez-vous. Or, l'équipe de contrôle au sol lui a dit qu'il devait l'effectuer, quoi qu'il en soit. Le choc s'est produit et a provoqué une fuite dans la pression de la cabine. Donc la pression a commencé à baisser. Ensuite, la station spatiale s'est mise à tourner et à dégringoler. Un peu comme dans un jeu de billard, il y a eu une réaction en chaîne et tout s'est mis en mouvement. Ainsi, même une opération mineure d'arrimage peut avoir des conséquences catastrophiques. Mais celles qui se sont produites dans l'espace sont moins spectaculaires que celles qui arrivent quand on entre dans l'espace ou qu'on en revient. On dit que les 80 premiers kilomètres et les 80 derniers sont les parties les plus dangereuses d'une mission. Le lancement désastreux de Challenger en 1986 et la tragédie de la rentrée dans l'atmosphère de Columbia en 2003 l'ont malheureusement prouvé. Mais si nous allons un jour au-delà du système solaire, nous aurons besoin de développer notre technologie actuelle en matière de fusée. Une possibilité à la fois excitante et terrifiante est ce qu'on appelle l'engin antimatière. À l'intérieur d'accélérateurs de particules, les scientifiques ont créé de minuscules quantités d'antimatière, faites d'atomes qui ont des charges opposées aux atomes normaux. Ainsi, dans l'antimatière, les électrons sont positifs et les protons négatifs. Quand la matière et l'antimatière entrent en contact, elles s'annihilent l'une l'autre, en libérant des quantités phénoménales d'énergie. Les engins antimatière ont un taux de conversion de la matière en énergie de 100%. Il faut savoir que même une bombe atomique a une efficacité d'1% seulement. 1% seulement de la masse d'une bombe atomique est convertie en énergie. Dans un engin antimatière, nous parlons de près de 100% d'une masse convertie en énergie. C'est le système de propulsion qu'il nous faut pour l'avenir. Mais il y a un problème. Une cuillère à thé d'antimatière pourrait nous propulser dans le système solaire. Mais la même cuillère à thé a aussi le pouvoir de détruire toute une ville.
Et une fois que le vaisseau spatial est dans l'espace profond, de simples accidents peuvent faire basculer les hommes de la vie à la mort. Quand nous irons jusqu'à Mars et au-delà, et que ces voyages dureront des années, les chances de se retrouver dans l'espace sans ressources augmenteront. Par exemple, que se passe-t-il si au cours d'un vol vers Mars, une micrométéorite frappe un réservoir d'oxygène? Que se passe-t-il si l'on manque d'air respirable? On ne peut rien faire, il ne reste plus qu'à mourir paisiblement. Il y a une autre source de difficulté que beaucoup oublient, en particulier quand les voyages se mesurent en années. Nous oublions que nous avons des compagnons. Nous partons avec d'autres astronautes, cloîtrés dans cette minuscule capsule pendant 1 an pour aller sur Mars ou pendant des années pour aller dans l'espace profond. On peut devenir fou ou encore claustrophobe. Il peut arriver que votre voisin vous tape sur les nerfs et que vous ayez envie de l'étrangler au bout d'un moment. Bien que ces incidents n'aient jamais été révélés, on sait que des membres d'équipage ont déjà connu des problèmes aux conséquences dangereuses par le passé. Dans les années 1970, il y a eu l'équipage d'une station spatiale soviétique qui ne s'entendait pas. On pense que les hommes ont fini par en venir aux mains. Les tensions se manifestent surtout durant les missions de longue durée. Quiconque pense le contraire se ment à lui-même. Plus intéressant encore, depuis un atterrissage très hasardeux en 1965, on pense que les cosmonautes russes embarquent des armes à feu par mesure de précaution. Un équipage a atterri dans les forêts sibériennes. Ils y sont restés 3 jours. Ils ont dû se battre contre des loups en attendant qu'on vienne les chercher. Après cette mission un peu particulière, les soviétiques décidèrent de placer une arme automatique dans chaque capsule Soyouz, au cas où ce genre de choses se produirait de nouveau. La rumeur veut que les cosmonautes disposent maintenant de kits d'urgence comprenant des revolvers. Mais officiellement, personne ne veut donner de détails sur ces armes. Et le risque d'avoir une arme à bord n'est pas simplement un problème au cas où les esprits s'échaufferaient. On a rapporté le cas d'un expert technique qui s'était envolé avec une navette. Il manquait d'entraînement. Il avait passé toute sa vie à se préparer à cette expérience. Elle a raté et il a parlé de se suicider. L'équipage a essayé de le protéger de lui-même, se protéger elle-même et a surveillé l'écoutille. Et il ne s'est pas tué. Même des leçons ont été tirées de ces voyages spatiaux. Une chose est claire, rien ne peut entièrement prévenir de futures catastrophes. Si nous continuons à envoyer des hommes dans l'espace, nous devons accepter le risque, car c'est en effet une activité très dangereuse. Mais nous devons aussi gérer ce risque, et cela requiert de bons techniciens et de bons dirigeants. Si l'on est certain qu'il se produira d'autres incidents, une autre chose est certaine quand on parle d'envoyer dans l'espace des vaisseaux habités. Je pense que nous possédons un gène, le gène de l'exploration, de la découverte. Non seulement il favorise notre évolution, car nous trouvons de nouvelles voies de colonisation, mais je crois aussi que de vouloir savoir ce qu'il y a là dehors fait partie de l'esprit humain. Est-il possible d'atteindre des régions que nous n'avons encore jamais vues? L'idée d'être la première personne à explorer un nouveau terrain est enthousiasmante.